Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme, émission préenregistrée le 27 mars 2019, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 31 mars de midi à 13h30 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Au micro, Philippe Delorme. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à ce libre journal de Lumière de l'Espérance, comme toutes les 4 semaines, pour une promenade dans l'histoire et la spiritualité au fil des siècles et des civilisations. Je vous rappelle que cette émission a été préenregistrée, mais vous pouvez toujours m'écrire ici à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e, ou par le biais de mon site personnel philippedelorme.com. Nous venons d'entendre un extrait du Dies Irae du Requiem en do mineur de Luigi Cherubini, interprété par le Philharmonia Orchestra de Londres et les Ambrosian Singers, sous la direction de Riccardo Muti, enregistré en 1982. Ce Requiem pour chœur mixte a été composé en 1816 par Cherubini à la mémoire du roi Louis XVI. Cette pièce musicale est parfaite pour évoquer le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est-à-dire de rappeler la mémoire du prince Henri d'Orléans, comte de Paris et chef de la Maison de France. Le prince a en effet rendu l'âme le 21 janvier dernier, vers 10 h du matin, 226 années jour pour jour et presque heure pour heure après l'exécution de Louis XVI. Il s'apprêtait d'ailleurs à se rendre à la messe traditionnelle de Saint-Germain-l'Auxerrois lorsqu'il a été pris d'un malaise. Né au manoir d'Anjou près de Bruxelles le 14 juin 1933, en raison de la loi d'exil qui touchait les prétendants au trône de France, Henri d'Orléans était l'aîné des fils d'un autre Henri, Henri VI pour ses partisans, lui aussi titré comte de Paris. Bon, ce qui est un peu compliqué puisque tout le monde est comte de Paris dans cette famille, on va essayer de s'y retrouver. Sa mère était donc la comtesse de Paris, née Isabelle d'Orléans-Bragances, donc issue de la lignée impériale du Brésil. À sa naissance, c'est son grand-père Jean, duc de Guise, Jean III pour les royalistes, qui est le chef de la Maison de France.
Alors je tiens à dire tout de suite que nous ne reviendrons pas ici sur la querelle dynastique qui est hors sujet et qui d'ailleurs ne se posait pratiquement pas à l'époque puisque avant-guerre, la quasi-totalité des monarchistes français, réunis, beaucoup étant réunis derrière l'Action française, reconnaissaient la légitimité de la branche des Bourbons-Orléans. Donc cette question ne se posait pas à cette époque en tout cas. La famille donc de France vit ensuite au Maroc, puis en Espagne et au Portugal pendant et après la guerre. En 1950, le jeune Henri est autorisé à poursuivre ses études à Bordeaux par le président Vincent Auriol, puis à Paris où il étudie à Sciences Po. En 1957, il épouse la princesse Marie-Thérèse de Wurtemberg, mariage arrangé, dira-t-il plus tard, pour obtenir la nullité de cette union. Quoi qu'il en soit, le couple aura 5 enfants, dont 2 handicapés mentaux en raison de la toxoplasmose dont souffrait leur mère pendant la grossesse. Henri reçoit à ce moment-là le titre de comte de Clermont. Peu après son mariage, il part combattre en Algérie, puis s'engage dans l'armée. En 1959, De Gaulle le nomme chargé de mission au secrétariat général de la Défense nationale. Et Henri restera militaire jusqu'en 1968, d'abord au 5e hussard en Allemagne, puis à la Légion étrangère où il était instructeur. Il travaillera ensuite quelques années dans le secteur bancaire avant de se consacrer entièrement à sa tâche de dauphin, puis de chef de la Maison de France, mais aussi à ses passions artistiques, on y reviendra, en particulier l'aquarelle et le dessin. En 1984, il divorce officiellement pour se remarier civilement avec Micaela Cousineau et Quiñones de Léon, avec lesquels il vivait déjà depuis plusieurs années. Sa première union, comme je l'ai dit, elle sera finalement annulée par le Vatican en 2008 et le prince pourra ainsi se remarier religieusement donc avec la princesse Micaela. Henri est donc devenu chef de la Maison de France en 1999 à la mort de son père. Il reprend alors le titre désormais consacré de comte de Paris, qui devient maintenant le titre officiel du prétendant au trône de France, auquel il ajoute celui plus original de duc de France, inspiré des premiers Capétiens, puisque on sait que Capet et ses ancêtres, les Robertiens, étaient comte de Paris et duc de France ou duc des Francs. Donc voilà, c'est un titre très ancien qu'il avait ressuscité à ce moment-là. Son règne, entre guillemets, aura donc duré un peu moins de 20 ans et c'est aujourd'hui son fils Jean qui lui succède avec le titre à nouveau de comte de Paris, Jean IV pour ses partisans. Pour évoquer cette personnalité très attachante, je dirais, puisque j'ai eu le plaisir et le privilège de le connaître quand même aussi depuis peut-être une trentaine d'années, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités qui l'ont souvent côtoyé, qui l'ont bien connu. La première est Françoise Lahaut. Alors je n'aurais pas besoin de la présenter aux plus anciens lecteurs de Point de Vue, puisqu'elle a été rédactrice en chef de ce magazine pendant plus de 30 ans, je crois, en tout cas rédactrice puis rédactrice en chef, jusqu'en 1991 ou 92, je sais plus, 91 je crois, oui. Et qu'elle a très souvent interviewé, rencontré le prince Henri et les autres membres de sa famille, et donc elle pourra nous donner des tas de souvenirs sur les jeunes années du prince, puis les années 60, 70, 80, lorsqu'elle l'a beaucoup côtoyé. Elle a d'ailleurs publié chez Plon, il y a déjà pas mal d'années, une biographie de la précédente comtesse de Paris, donc Isabelle, mère de notre Henri, comte de Paris, dont on parle aujourd'hui. Le second invité est Richard Finel d'Auxois, secrétaire général de l'Institut de la Maison Royale de France, IMRF, qui était l'association que le prince avait mis en place pour coordonner ses actions, ses activités en France. Il a été donc le principal collaborateur et l'ami intime du défunt comte de Paris durant de nombreuses années, depuis, je dirais, une vingtaine d'années. En 2015, le prince lui a confié la tâche de diriger l'ordre souverain de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, qu'il venait de reconstituer, en lui conférant la dignité de grand maître de cet ordre donc de l'Étoile et du Mont-Carmel. On peut peut-être commencer, Richard Finel, en parlant de cette volonté du prince, puisque finalement, un de ses derniers actes, ça a été une messe de l'ordre où il s'était consacré au Sacré-Cœur. Donc oui. Il y avait vraiment une démarche spirituelle, chevaleresque de sa part. Ça correspondait à quelque chose de profond. Oui, oui. Il tenait beaucoup à se rapprocher de la spiritualité, et c'est pour ça que nous avions ensemble recréé cet ordre qui est fait avec 2 ordres anciens, l'ordre de l'Étoile qui avait été créé par Robert le Pieux, tombé en déshérence, repris par Jean le Bon pour faire une réponse à la jarretière anglaise, et ça tombe aussi en déshérence.
Et puis Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est l'ordre qu'avait créé Henri IV. Nous les avons accolés. Voilà. Pour, et donc son idée, c'était de retrouver un esprit chevaleresque. Alors un esprit chevaleresque, et par cet esprit chevaleresque, mener des chantiers pour la sauvegarde du patrimoine chrétien. Essayer de sauver des églises, des monastères, là on aide Saint-Germain-l'Auxerrois pour la réfection de vitraux par exemple. Voilà, nous avons des tâches comme ça à suivre. Nous avons fait l'inauguration d'une merveilleuse statue de Saint-Louis au mois de juin dernier, fait par une sculptrice extraordinaire. Catherine Kern, alors on peut sourire parce que c'est mon épouse, donc voilà. Mais c'est vrai que la statue est très belle. Et le curé, le chanoine Anka, on reparlait encore récemment voilà, pendant la messe là de Requiem. Il en a parlé parce que c'est vraiment une sculpture merveilleuse, et donc elle est à Saint-Germain-l'Auxerrois, dans l'église dans laquelle nous faisons nos chapitres de l'ordre, et le prince était toujours présent au chapitre de l'ordre, il y tenait vraiment beaucoup. Pour lui, c'est certainement le plus gros chantier qu'il ait réalisé de son règne virtuel. C'était c'était dans le prolongement du livre qu'il avait sorti, qu'il avait écrit il y a quelques 3-4 ans. À l'archipel, aux éditions du Châtelet. Du Châtelet, oui, c'est ça. L'archipel, oui. Sur la dimension spirituelle de son rôle de chef de famille, de rôle de prince. Oui, c'est pour ça. Donc il tenait beaucoup à cet ordre. Beaucoup. Il a eu la gentillesse de m'en confier la grande maîtrise, mais c'est un ordre qui prend de plus en plus de l'essor. Et je pense que s'il nous voit, il doit être heureux, parce que nous allons là avoir des débouchés très intéressantes qui vont permettre à l'ordre de prendre beaucoup d'importance. Très bien. Alors Françoise Lahaut, vous aviez aussi remarqué, vous l'avez connu, le prince, je dirais, il avait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, la première fois Non, vraiment la première fois où je l'ai vu, c'est le jour de son mariage, c'est-à-dire il avait le 5 plus, juillet 57, il avait 24 ans. Oui, voilà. Et je me souviens, c'était un 5 juillet, il faisait une chaleur écrasante, et c'était à la chapelle royale de Dreux, et c'était vraiment ma première expérience. Vous commenciez votre carrière. Je commençais ma carrière par un gros coup, et c'était assez formidable, parce que c'était vraiment. Je crois que c'est le plus grand mariage que j'ai vu, parce que tout le Gotha européen était présent. Il y avait la reine Frédérica, le roi Paul de Grèce, il y avait Juan Carlos, il y avait le comte de Barcelone, il y avait absolument tout le Gotha. C'était un mariage qui avait été pensé, orchestré, très bien organisé par le comte de Paris, pas par la comtesse de Paris, par le comte de Paris. Le comte de Paris père, donc alors. Le comte de Paris père, oui. C'est vrai qu'avec ce titre de comte de Paris, on s'y perd un peu là, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a 3 maintenant. Puisque le fils du comte de Paris défunt a repris, donc le prince Jean a pris à nouveau, je rappelle, le titre de comte de Paris. Donc voilà, il y a beaucoup de comtes de Paris. Donc à l'époque, la Maison de France avait encore, je dirais, un rayonnement, même financier, parce que c'était un grand mariage, qui avait dû coûter beaucoup d'argent. Certainement, et on en parlait vraiment beaucoup dans les journaux. Les gens se précipitaient pour voir ça à la télévision. C'était quand même un grand événement, et les gens aimaient beaucoup les histoires de princes et de princesses. Mais alors vous les aviez rencontrés à ce moment-là, ou alors vous êtes arrivé au mariage, ou vous aviez déjà déjà vu un peu Non, je faisais déjà partie de la rédaction de Point de Vue, mais à cette époque-là, je devais être stagiaire, et j'ai été avec notre photographe qui s'appelait Zalewski, et qui était assez connu. On a été à ce reportage. Moi, je l'ai connu aussi, parce que je commence aussi à avoir de la bouteille. Et donc, et Zalewski avait fait, moi j'étais pas là bien sûr, mais au moment de
de la libération de Paris, il avait fait de magnifiques photos du général de Gaulle, qui sont rentrées dans la légende, je dirais. Hein. Oui, c'était un grand photographe. Et donc, donc vous aviez, vous aviez pu parler avec eux, non, c'est plus tard, j'imagine. Oui, c'est plus tard. Là, c'était vraiment la grande cérémonie officielle, et il n'y avait pas eu d'interview par personne, d'ailleurs, avant ni pendant. Voilà. Mais après, je l'ai côtoyé très souvent lors des autres mariages, et puis je l'ai vu à Louvciennes. Oui, puisqu'ils étaient installés au Cœur Volant, qui était une grande propriété que le comte de Paris père avait acheté après le retour d'exil dans les années 50. C'est ça. Et c'est là où était toute la famille après le retour d'exil. Et on reviendra un peu là-dessus, mais on va peut-être s'arrêter sur le mariage parce que Richard Finel, vous étiez proche du prince, donc il a dû vous en parler. On a beaucoup parlé d'un mariage arrangé. Est-ce que qu'il aurait été forcé à ce mariage, donc il avait épousé une princesse de Württemberg, donc une princesse allemande. On a dit que c'était un mariage arrangé par De Gaulle pour rapprocher l'Allemagne et la France. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Est-ce que c'est absolument vrai, réécrit après? Je pense qu'il y a du vrai dans tout ça, je pense, parce que c'est aussi l'époque où le comte de Paris espère succéder à De Gaulle, donc il fait tout ce que De Gaulle lui demande de faire, ça c'est sûr. Mais De Gaulle n'était pas au pouvoir vraiment, mais c'est vrai qu'ils avaient repris contact déjà à ce moment-là, oui. Et je pense que arrangé, mais je pense surtout qu'ils étaient immatures, l'un comme l'autre. Je pense que ça a été un des facteurs de la séparation. Je crois que on leur a pas non plus laissé le temps de vraiment se connaître, de s'apprécier, etc. On n'a pas laissé le temps. C'est-à-dire que c'était comme ça, quoi. Grosso modo, il y avait pas, on les a pas forcés, mais ils se sont sentis. Ça faisait partie de ce qu'il fallait faire sans qu'on y réfléchisse beaucoup. Des usages des princes, quoi. On ne discute pas. Le père a tranché, on ne discute pas. Et évidemment, là, à cette époque, il était hors question d'épouser une Madame Lambda ou il fallait être Altesse Royale. Donc évidemment, avec Marie-Thérèse de Württemberg, il faisait une alliance parfaite parce que le sang des Württemberg est... Oui, ils étaient d'ailleurs plus ou moins cousins, puisque en fait le prince Jean descend de Charles X. C'est ça, il descend de Charles X. Voilà, il descend de Charles X. Et ils descendent de Louis-Philippe, les Württemberg aussi. Donc ils étaient en cousinade. Ils étaient moins proches cousins qu'aux générations précédentes. Moins proches, mais enfin il y a quand même un bon... Et donc, vous pensez qu'il y a eu cette... lui, qu'est-ce qu'il en disait 40 ans après quand on en parlait, il me disait que son père n'arrêtait pas de tramer des histoires, notamment avec De Gaulle. Et mais qui m'a toujours dit j'étais immature. J'étais immature. Oui, s'est engagé là-dedans sans savoir bien. Oui, et puis encore une fois, sans réflexion, sans rien, suivant la volonté. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup côtoyé le comte de Paris père, puisqu'on avait fait un livre ensemble d'interviews, etc. Et je pense qu'il considérait un peu son fils comme quantité négligeable. Enfin, c'était lui qui décidait, et le fils n'avait qu'à tous les enfants. Et les autres aussi, mais enfin lui encore plus en tant qu'aîné héritier. Qu'est-ce que vous, François Zao, ça vous donne cette idée, cette impression-là aussi Oui, j'ai toujours eu l'impression d'abord que Henri était le mal-aimé. Il était le mal-aimé de son père. C'est paradoxal parce que c'était l'héritier. Mais c'est vrai ce que vous dites. Il était le mal-aimé de... Oui. Mais pourquoi? Parce que... je ne sais pas exactement, parce qu'il le trouvait peut-être un peu timide, pas assez affirmé. Il trop artiste. Oui, pas très brillant au point de vue études. Il avait fait Sciences Po quand même, je crois qu'il avait raté la sortie, mais enfin il avait fait toutes ces années de Sciences Po. Mais il n'était pas brillant, et je crois que le comte de Paris préférait François, celui qui est mort en Algérie. Oui. On préfère souvent ceux qui disparaissent en les idéalisant. C'est très souvent comme ça. Les morts ont toutes les qualités. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment d'attachement entre le père et le fils. Et c'est vraiment dommage puisque c'était l'héritier. Mais moi, je ressentais même, quand j'en parlais avec lui, presque un peu de mépris, de dire... il a eu des paroles très dures pour son fils. était
n'était pas à la hauteur. Oui, et donc, c'est du ça. coup, il lui rejetait l'idée que De Gaulle ne l'avait pas finalement appelé au pouvoir parce il s'est vengé que sur Henri, en fin de compte. Voilà, Oui. c'est à cause d'Henri que... ce que faux d'ailleurs, c'est complètement C'est faux. complètement faux, c'est complètement faux. Mais voilà, il fallait trouver un bouc émissaire, en quelque voilà. sorte, qui était le fils qui n'avait pas fait ce qu'il fallait. Lorsque De Gaulle l'avait nommé, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, au secrétariat d'État à la Défense, il me disait, oui, mais il a fait les pires bêtises. Enfin, je sais pas exactement, ce qui me semble probablement faux Ce aussi. qui amusait Mais enfin, considérablement le père, Mhm. c'est que quand il y avait des dîners à l'Élysée, Oui. Marie-Thérèse de Wurtemberg était annoncée Son Altesse Royale, Oui. la duchesse de Wurtemberg, comtesse Quand de Clermont, et Henri, lui, était le lieutenant d'Orléans. Ah bah oui, parce qu'il était dans l'armée. Et puis en plus, il était dans un... Et ça faisait jubiler le père. Ça. Mhm. Voilà, comme ça, encore une fois, pour le rabaisser. Hein. Oui, il y avait vraiment il y avait vraiment volonté, une volonté de nuire. Et puis, je vois, par exemple, c'est les enfants handicapés qu'ils ont eu, qui sont les deux premiers, enfin, pas les deux premiers, il y a eu Le Marie deuxième et le d'abord, troisième. le deuxième, troisième. François et Blanche. Il avait l'air de... Enfin, il disait, mais ils se sont même pas rendus compte, ils en ont eu un deuxième. Enfin, bon, il y avait une espèce de mépris comme ça, en disant, ils étaient complètement... Ce qui correspond bien à ce que on dit, ce que vous disiez tout à l'heure, d'immaturité, d'une certaine manière, parce que... Mais cette immaturité, elle était, je dirais, entretenue par cette espèce de mépris. Et il n'a jamais cherché à les aider. Il n'a jamais cherché il n'a jamais eu beaucoup de cœur avec eux, parce qu'ils ont, à un moment, habité un petit appartement rue Le Courbe, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient avec deux enfants lourdement handicapés, et après sont arrivés Jean et Eudes, et Eudes est né en 68, je crois, au moment des événements de 68, et ça a été assez difficile pour eux. Ils ont eu une vie financièrement très difficile. On ne comprend pas vraiment, parce que le comte de Paris père avait encore pas mal de moyens. Il avait une énorme c'est fortune. une des premières fortunes d'Allemagne. Alors, personne ne les aidait. Parce que je sais que lorsque la princesse, Marie-Thérèse, donc était seule, elle tirait le diable par la queue avec ses enfants. Hein, c'était vraiment pas du tout facile. Donc, et d'ailleurs, elle a été admirable. Hein, je comprends pourquoi aujourd'hui ses fils lui sont très attachés, parce qu'évidemment, elle a été là pour eux. Ah oui, elle a toujours été digne. Toujours. Mais donc vous alliez au Cœur Volant, vous les aviez interviewés à ce moment-là. J'étais au Cœur Volant, mais j'avais pas spécialement interviewé Henri, mais je les avais vus vivre tous les enfants de France étaient encore là, parce que Henri, c'était le deuxième mariage. Il y avait d'abord eu le mariage de la princesse Hélène avec Évrard de Limbourg-Stirum la même année, au mois de janvier, et puis Henri en juillet, mais tous les autres enfants étaient encore au Cœur Alors Volant. c'était un joyeux bazar, je crois, un peu, non? Il y avait un côté un peu qu'ils essayaient de camoufler un peu quand les journalistes venaient, mais enfin c'était un peu... Oui, c'est-à-dire il y avait deux maisons. Il y avait vraiment le manoir du Cœur Volant, et puis une petite maison attenante où étaient quand même les plus jeunes enfants, ceux qui faisaient le plus de bruit et qui étaient le plus insupportables. Mais oui, c'était... Parce qu'il y avait 11 enfants, il faut bien le rappeler. 11 enfants, oui, c'était... Une colonie de vacances, presque. Une colonie de vacances, oui. D'ailleurs, en parlant de colonie de vacances, ça me rappelle une anecdote qui rendait furieux le comte de Paris. Une fois, il était en Suisse, il se baladait en Suisse avec ses 11 enfants, et il a voulu visiter un établissement, et le guide lui a dit « Ah ben vous, monsieur, vous êtes directeur de la colonie. Vous êtes directeur de la colonie de vacances, je vais vous faire un prix. » Et ça, il avait horreur de ça. Il avait en fait horreur d'avoir eu 11 enfants. Et pourtant, c'est bien lui qui les a fait, mais... Non, mais c'était un homme paradoxal. Hein. Tout à fait paradoxal. Il avait un côté... il voulait rétablir la monarchie, en même temps, il détestait son héritier, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, il le méprisait. C'était après moi le déluge, d'une certaine manière. Ça, enfin, il y avait un peu... C'est très compliqué. Il le disait, après moi, ce sera fini. Je serai le dernier des Capétiens. Oui, le dernier des Capétiens, ça, il aimait beaucoup dire répéter ça. Il aimait beaucoup dire ça. Alors, il avait pensé à ses petits-fils à un moment, mais enfin, sans... Oui, alors ça, c'est au moment du divorce. Oui. Au moment du divorce, il se fâche, évidemment, avec Henri, car dans ces familles-là, bien sûr, on ne divorce pas. Et là, il avait enfreint la loi. Donc, le père le met de côté,
le destitue de ses droits à la couronne de France, et il lui enlève son titre de Clermont pour lui donner le titre de duc de Mortain. Oui, qui était assez ridicule. Assez ridicule, voilà. Que personne n'a jamais utilisé. Et il ne l'a jamais utilisé, il n'a jamais voulu l'utiliser. Oui. Quand il recevait des lettres adressées au duc de Mortain, il les renvoyait en mettant inconnu à cette adresse. Exactement. Exactement. Et donc, oui, et quelle a été donc comment est-ce qu'il a rencontré donc sa deuxième épouse, Michaela? C'était une femme qui était, je dirais, un peu à l'opposé de sa première épouse, c'est-à-dire une femme tout à fait artiste, intellectuelle, libérée, qui travaillait, enfin, absolument. Même si elle appartenait aussi quand même un peu à l'aristocratie, mais à une aristocratie espagnole, moins, pas au Gotha directement, voilà. Mais ils se sont rencontrés un 21 janvier. Ah, c'est une date qui vraiment le suivait. Alors. Exactement. Un 21 janvier, au soir, il était avec un ami, qui est le père de Paul-Marie Couteau, qui était dans l'édition, qui voulait que Henri dessine les planches qui serait dans son livre Don Juan n'est pas mort. Et pour ce faire, il avait demandé à Michaela de venir en représentant la maison d'édition. Elle était attachée de presse, enfin. Oui, elle travaillait dans les éditions Hachette, je crois. Et ils se sont vus, ils se sont plu, ils se sont revus le lendemain. Et le lendemain, et puis voilà. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. C'est comme ça que l'histoire d'amour est née, jusqu'au jour où Henri a pris sa valise et a atterri chez Michaela. Parce qu'il n'en pouvait plus de vivre la vie qu'il menait. Mais c'est vrai que ça a attiré beaucoup de problèmes. C'était à la fois courageux de sa part et en même temps, c'est vrai que s'il mettait tout, enfin, il bouleversait tout ce qui était, tout ce qui, voilà, c'était sacro-saint dans l'histoire de la famille. Absolument. Et alors là, le comte de Paris, le père, décide donc d'écarter Henri de tout ce qui peut l'écarter, et il nomme Jean, donc le fils d'Henri, comme successeur. Ça, il le fait en 87, au moment du millénaire capétien. À Amboise. Vous vous souvenez, Françoise, vous y étiez, non? Oui, moi, j'y étais à Amboise. Mais je crois qu'on y avait été ensemble avec... moi, j'étais encore à Dynastie à l'époque, donc vous ne m'aviez pas encore débauché pour point de vue, mais bon, et alors, c'était extraordinaire, parce que le prince, donc Henri, le comte de Paris qui vient de mourir, était venu sur place et il s'était caché, je dirais, dans le château, dans une sorte de souterrain, en se disant au dernier moment, je vais peut-être pouvoir venir. C'est un peu plus compliqué que cela. Il était prévu qu'il soit là, normalement. Il était prévu qu'il soit là, il avait son siège. Les deux enfants allaient être titrés, l'un duc de Vendôme, l'autre duc d'Angoulême. Donc, comme ça allait un peu mieux avec le père, il était convié. Et là, c'est la mère des enfants qui a dit, s'il vient, je pars avec mes fils. Donc, il a préféré ne pas paraître pour que ses fils soient à l'honneur. Et sur le podium, il y avait son fauteuil qui était là, qui restait vide. Donc, il était effectivement, il raconte dans un de ses livres de souvenirs qu'il était allé dans un bistrot à côté à attendre. Absolument. Et il y a une chose qui l'avait profondément choqué, c'est que son père titre Jean et Eudes et ne titre pas François parce qu'il était handicapé. Ça, il a toujours eu en travers de la gorge, quoi. Mais cet épisode a permis au père et au fils de se retrouver. Parce que là, le père a changé son fusil d'épaule concernant sa belle-fille et ses petits-enfants. Et il a réintégré Henri dans ses droits titres. Mais alors en 87, il y avait des courtisans autour qui avaient œuvré pour que ça ne se passe pas bien. Enfin, il y avait Guy Coutances-Val à l'époque, des gens comme ça qui étaient. Et il y avait déjà Stéphane Bern, mais qui lui essayait au contraire de recoller les morceaux et qui s'occupait de l'association des amis de la Maison de France à l'époque, dont j'étais aussi
je sais plus quoi, vice-président ou secrétaire. Oui, enfin, moi voilà, aussi, j'étais... Et donc, ils avaient essayé à ce moment-là, jusqu'au dernier moment, on pensait qu'ils allaient apparaître tout. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que la princesse Marie-Thérèse a mis son veto, donc du coup ça a bloqué, mais elle était aussi poussée aussi par des influences un peu extérieures. Bon, puis on peut comprendre qu'elle n'ait pas envie de le revoir. Bien sûr. Mais ce qu'on peut reprocher un peu aux princes, aux royaux, c'est que ils n'ont pas le discernement nécessaire. Quand on est en famille, si on veut se taper dessus, on se tape il faut faire la part. Entre quand le rideau se lève, on sourit. Voilà, il faut ça. C'est ce que faisait le vieux comte de Paris. Ils étaient séparés depuis quelques années quand même avec la princesse, et puis quand il fallait, ils se retrouvaient ensemble, et elle ne disait jamais le moindre mal de son mari. C'était surtout elle qui était, parce que lui disait pas mal de chasteté sur elle, mais elle, le vieux comte de Paris. Le vieux comte de Paris disait beaucoup de mal de Alors on peut en parler, son Françoise, de Isabelle, comtesse de Paris, parce que c'est quand même un personnage extraordinaire qui a marqué, je dirais, tout le XXe siècle. C'était quand même un personnage qui aurait fait une reine magnifique. Et vous aviez fait ce bouquin sur elle il y a, chez Plon. Alors quel était son rôle par rapport à ses enfants? Parce que justement, les problèmes de ses enfants viennent peut-être aussi un petit peu. Oui, je crois que c'était pas d'elle aussi, non? Enfin, elle les a mis au monde, ce qui est déjà. Elle les a mis au monde, ce qui est déjà pas mal, parce que 11 enfants, 10 accouchements, elle a eu des jumeaux, mais je crois que c'était pas vraiment une mère très attentive, c'était une mère qui ne s'attachait pas tellement aux problèmes quotidiens de ses enfants. Et puis elle les dissipait un peu. Elle trouvait que c'était pas la peine qu'ils fassent des études, surtout les filles, ça servait à rien. Quand elle entrait dans les chambres de ses filles, elle disait « Oh ben Isabelle, tu viens pas, ou Hélène, tu viens pas m'accompagner chez Dior, ça serait bien cet après-midi. » Et les filles disaient « Oh ben il faut que je finisse ma version latine ou je sais pas quoi. » Et la comtesse de Paris disait « Ça n'a vraiment aucune importance. Viens plutôt te choisir une robe, c'est beaucoup plus amusant. » C'était en fait le contraire, si on peut dire, de la comtesse de Clermont. Oui, mais d'ailleurs son mari, alors le vieux comte de Paris, qui méprisait un peu tout le monde, la méprisait aussi beaucoup en disant qu'elle ne savait qu'elle un côté. Elle s'occupait de rien. Lui disait à table lorsqu'elle disait quelque chose, Bébel, parce qu'il la surnommait, vous n'y connaissez rien, taisez-vous, quelque chose comme Bébel, ça. tais-toi, tu n'y connais rien. Voilà, oui, je tutoyais. Il se tutoyait. Oui, c'est ça. Et au Cœur Volant, qui était quand même une grande organisation, une grande maison, il y avait des réceptions, il y avait des hommes politiques, et elle ne s'occupait de rien, elle ne s'occupait pas des menus, elle ne s'occupait pas des places à table, elle s'occupait vraiment de rien. C'était le comte de Paris, l'ancien comte de Paris, qui prenait tout en main. Mais elle avait cette prestance extraordinaire. Elle était superbe, elle avait une élégance fabuleuse, puis elle était très amusante, elle avait de l'humour. Elle avait un peu la dent longue aussi parfois. Mais c'est très bien. C'était bien, oui. Et je veux dire, elle était tout de même beaucoup plus intelligente qu'il le voulait bien le penser. Ah oui, elle était très intelligente, mais un peu extravagante. Oui. Voilà. Mais bon, c'était c'est plutôt une qualité, peut-être. Mais c'est vrai que la comtesse de Paris, Isabelle, ne manifestait pas beaucoup d'affection à ses enfants. Et Henri en a beaucoup souffert. Certainement. Qu'est-ce qu'il en parlait de sa mère? Oui. On en a parlé quelquefois. Dans la cuisine, quand il préparait le manger, parce que c'était un cuisinier. Oui, c'est vrai que parmi ses dons, c'était un très bon cuisinier. Et il me disait que jamais sa mère n'était montée le soir embrasser ses enfants. Le père, oui, pas la mère. Elle ne s'en occupait pas du tout. Et un jour, il a vu cette parole un peu acerbe où il me dit ma mère, si on ne parle pas d'elle, ça ne l'intéresse pas. Voilà, ils ont beaucoup souffert de cet éloignement. Et puis ils ont beaucoup bougé, parce que si on revient sur les jeunes années, donc lui né à Bruxelles, après la guerre va se déclarer, au moment de la guerre, ils vont tous au Maroc. Ils vont d'ailleurs un peu au Brésil. Oui, ils vont au Brésil. Ils se retrouvent tous au Maroc. Ensuite, lorsqu'il y a le débarquement américain, ils se retrouvent en Espagne, à Saragosse, je crois, ou à... Non, c'était pas à Saragosse. Non, c'était à Pampelune. À Pampelune, voilà. Et puis ensuite, donc, ils passent
au Portugal, parce que l'Espagne c'est quand même un peu Marqué. compliqué, marqué, même si le Portugal l'était aussi. Mais voilà, donc finalement tout ça fait qu'il seulement en 50 il arrive en France, mais enfin bon, tout seul, chez un tuteur. Chez un tuteur à Bordeaux. Bon. Qu'est-ce qui s'est... Oui, on sait un peu ce qui s'est passé au moment de lorsqu'il était en France pendant ses études. Il suivait donc ses études à Bordeaux, il logeait chez un prêtre, dont il gardait un très très bon souvenir, qui lui a appris beaucoup de choses. Et il était assez libre à Bordeaux. Hein. Il était assez libre... C'était beaucoup moins sévère qu'à la maison, donc il a pu un peu s'émanciper. Et puis pour la première fois, il n'avait pas 11. Mais il était jeune. Il n'y avait pas 11 frères et sœurs, enfin 10 frères et sœurs. Qui faisaient les pires bêtises d'ailleurs. Oui, les pires bêtises. Mais j'ai l'impression qu'Henri différait un peu de ses frères et sœurs, parce qu'il avait toujours été il était l'aîné, il avait été toujours considéré comme celui qui devait donner l'exemple. Et il était un peu différent des autres. Et je ne sais pas si ses frères et sœurs avaient une réelle affection pour lui. Ils faisaient leurs bêtises entre eux, et Henri était un peu à part. Je sais pas, comme ça, je pense à Monaco aussi finalement. Les aînés ont toujours, avec Albert, les aînés sont tellement, on leur met tellement une pression sur les épaules que voilà, on veut qu'ils soient parfaits et finalement on les enferme un peu dans ça. Mais la comtesse de Paris, c'est vrai, n'était pas tendre avec ses enfants. Elle n'avait pas, c'est bizarre pour quelqu'un qui a mis au monde 11 enfants, mais elle n'avait pas vraiment d'instinct maternel. C'est ça. Et son fils aîné, je crois qu'elle en raffolait pas, quoi. Il y avait d'autres enfants qu'elle préférait, et de son fils aîné, elle m'a dit un jour, oh, moi, ce que j'aime pas chez Henri, c'est qu'il est pompeux. J'ai trouvé l'adjectif assez... Alors qu'il était, il était peut-être timide, réservé, mais pompeux, je pense il pas était un qu'on peut peu le dire. Pompeux quand il faisait des discours où il vous expliquait des philosophies ou des... Il était un peu... pour peut-être cacher un peu justement sa timidité. Peut-être, mais sa mère le jugeait comme ça. Et il lui fallait était autour peut-être un d'elle... peu maladroit, peut-être. Il avait peut-être un contact. Elle avait un contact facile. Elle, c'était. Oui. Lui, bon, c'était plus difficile. C'est vrai qu'il pouvait donner l'impression d'être froid, un peu comme ça quand on. Oui. Mais c'est vrai qu'il me racontait qu'enfant, il a tout de suite su la charge qui l'attendait. Ah oui, c'est donc, certainement. Quelque part, il s'était mis un petit peu au-dessus de la mêlée. Et parce que déjà avant la guerre, on a ces photos, ces cartes postales où on voit le duc de Guise, donc le grand-père, le vieux comte de Paris qui était pas encore, qui était déjà comte de Paris, mais enfin ce dauphin à ce moment-là, et puis lui le tout petit bébé ou garçon. Donc très vite il a été mis en scène comme l'héritier du trône. Absolument, tout de suite. Même par l'Action française, tout ça. Enfin bon, tous les regards se sont posés sur lui. Mais je crois que quand il était enfant, par exemple en Belgique, à Gimont, il avait eu de meilleurs rapports avec son père qu'avec sa mère. Parce que son père s'est intéressé quand il était très jeune, enfant, à lui. Il raconte qu'ils allaient faire des promenades ensemble dans les bois près de Gimont, et que le comte de Paris lui apprenait à marcher doucement dans les marécages pour pas déranger ou pour pas faire fuir les bécasses, etc. Il chassait un peu il a chassé, mais c'était pas sa passion. Sa mère, chassait très bien. Ah, oui. Et le prince Jean, d'ailleurs, le nouveau comte de Paris, je crois qu'il aime beaucoup la chasse. Ah oui. Mais il y a aussi cette espèce de ressemblance fascinante quand même entre le père et le fils. Le vieux comte de Paris et Henri, donc qui vient de mourir, se ressemblaient beaucoup physiquement. Ils se ressemblaient. D'ailleurs, là, pendant au moment de la nécrologie, il y a des photos, et on a ressorti des photos du père en disant que c'est, en confondant dans certains journaux qui n'étaient pas très au courant, ils ont mis des photos du vieux comte de Paris à la place de lui. Donc c'est vrai qu'il était un peu le reflet de son père. Il a vécu dans le reflet, dans l'idée qu'il était le reflet de son père, oui. Et donc là, on rentre en France, donc toute la famille rentre en France dans les années en 50.
50, oui. 50. Limite 50, mais la famille un peu plus tard. Un peu plus tard. Voilà. Et donc, au moment dans les années 60, vous m'aviez dit que vous, Françoise, que vous l'aviez souvent interviewé avec son épouse, rencontré. Un peu plus tard, non, parce que les années 60, il n'y a pas Michaela. Il se quitte. Ah non, c'était avec Michaela déjà. Oui. Hein, moi, je l'ai vu beaucoup avec Michaela. Je l'ai vu avec Marie-Thérèse. Je l'ai vu avec Marie-Thérèse. Je ne sais plus très bien pourquoi, si c'était pour une exposition de peinture aux Arcs, dans la station des Arcs. Et là, on disait déjà qu'ils étaient un peu en instance de divorce, mais vraiment, ça ne se voyait pas trop. Et elle était venue assister à une exposition de peinture que faisait aux Arcs le comte de Paris. Et donc ils se sont quittés au début des années 70 Oui, à peu près. Que les enfants n'étaient pas vieux. Mais même un peu plus tard, j'ai l'impression. Un petit peu plus tard. J'aurais dit vers 74. Oui, par là, parce que Jean devait avoir une dizaine d'années. Oui, Jean est né en 65. C'est ça. Donc oui, c'est plutôt 74. Oui. Donc à ce moment-là, vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré avec Michaela, lorsqu'il vivait donc avec Michaela à Paris. Donc ils étaient dans un. Il vivait à Paris il vivait à Paris dans le square, dans la résidence Boileau, qui est dans le 16e arrondissement, près du... Oui, le hameau Boileau. Le hameau Boileau. Et ils avaient une petite maison vraiment très sympathique, mais vraiment une toute petite maison, mais qui était située quand même dans un assez joli terrain. Et ils avaient l'air de vivre là, très heureux, et Henri avait très bien arrangé le jardin, qui était un jardin plat, mais un jardin assez grand pour Paris. Il a fait venir des mottes de terre, il avait fait des petites collines, il avait fait des tas de choses, et c'était très gentil. La maison était pas très bien aménagée parce qu'elle était très petite. Il y avait qu'une grande pièce au rez-de-chaussée qui servait à la fois de salon et de salle à manger, et presque de bureau aussi pour Henri. Et il y avait une cuisine, et en haut, il y avait trois petites chambres, mais c'était très petit. Mais je crois qu'ils ont vécu là très heureux, et c'était assez sympathique. On va passer on va se faire une petite pause musicale pour continuer cette évocation de ce prince qui vient de nous quitter il y a quelques semaines. Qui orne s'en ira en cette terre où Dieu fut mort et dit, et qui la grouille d'autres mers ne prendra. À peine me ira un paradis qui a un souhait, pitié ne remembrance. Oh, Seigneur, doit qu'être sa vengeance et délivrer sa terre et son pays. Par de ça, qui n'aime Dieu, bien honneur ne prie. Et chacun dit, ma femme que fera? Je ne les rouais à nulle faire, mes amis. S'ils sont choués en trop folle la tendance, qu'il n'est ami, pour que s'ils s'en d'autance, qui pour nous fut en la vraie croémie.
s'en iront si le vaillant bachelier qui aime Dieu et l'honneur de ce monde, qui sagement veulent adieu à l'air, et les morveux, les cendres de mourront, aveugle sont de ce nœud dont je mire, qui un secours ne fait Dieu en sa vie, et pour si peu faire la gloire du monde. Douce dame, reine couronnée, priez pour nous, Vierge bien ahurée, et puis après ne nous peut m'échouer. C'était le chant de croisade du comte Thibaut IV de Champagne, roi de Navarre et troubadour du XIIIe siècle, surnommé aussi Thibaut le chansonnier. Ce chant aurait été écrit vers 1238, peu avant son départ pour la 6e croisade. Jérusalem sera reprise à ce moment-là provisoirement et Thibaut rapportera en Europe la rose de Damas, qui deviendra la rose de Provins. Seigneur, sachez que point ne s'en ira en cette terre où Dieu fut mort et vif, et qui la croix d'outre-mer ne prendra, à dure peine ira en paradis. Donc c'était un encouragement à se croiser et à partir outre-mer pour la croisade. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Philippe Delorme. Donc c'est une émission préenregistrée, vous pouvez toujours nous écrire, soit ici au journal, soit aussi à Radio Courtoisie, soit directement sur ma page philippedelorme.com. Et nous évoquons aujourd'hui la mémoire de Monseigneur le comte de Paris, le prince Henri d'Orléans, mort le 21 janvier dernier, avec Françoise Lao, journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Point de Vue, et Richard Finel-d'Auxois, secrétaire général de l'Institut de la Maison Royale de France et grand maître de l'Ordre de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc on en était dans les années 70-80, où donc qui est peut-être l'époque heureuse du prince Henri, comte de Paris, puisque c'est le moment où il vit avec la femme finalement qu'il a choisie vraiment comme et qu'il aime, la femme de sa vie et qu'il aime, qui est Michaela, donc à Paris, dans cette petite maison qui se trouvait dans le hameau Boileau, dans le 16e arrondissement. Voilà. Parce qu'ils ont toujours eu des petits appartements, étant donné le peu de moyens, parce qu'il faut bien dire qu'il n'a jamais eu beaucoup de moyens financiers. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais ils avaient l'air de vivre vraiment heureux et surtout en communauté d'esprit. Je crois qu'ils étaient assez faits l'un pour l'autre parce que finalement, elle c'était une intellectuelle et lui aussi dans une certaine mesure, c'est un intellectuel. Alors Richard Finel, c'est à ce moment-là que vous les avez connus un peu. Alors dans quelles conditions? Dites-nous comment vous êtes, parce que vous aussi vous êtes un artiste, hein, vous avez fait une carrière de ténor lyrique. Oui, absolument. Donc c'est par ce biais-là que vous êtes connu. J'ai deux vies, une vie professionnelle et une vie officielle. Et nous étions rencontrés à un déjeuner et le courant a passé tout de suite. 2 jours après, c'était un samedi, le lundi il m'appelait pour que je vienne travailler auprès de lui. Et puis il m'a confié l'IMRF, donc l'Institut de la Maison Royale de France. Et puis nous nous sommes revus, devenus amis. Donc ça c'est au moment où il est devenu chef de la Maison de France, donc en 99. Il n'était pas encore. Mais après évidemment il devient le chef de la Maison de France et une véritable amitié se crée entre nous et ça va plus loin parce que nous étions extrêmement proches. Il me considérait comme son fils. Et nous allions en vacances ensemble à Majorque, et c'est des moments extraordinaires. Ils avaient une maison à Majorque qui était absolument adorable. Petite maison aussi, mais vraiment avec un cachet formidable. Et il l'avait extrêmement bien arrangé. Et voilà, nous avons passé des moments extraordinaires. Parce que c'est un prince qui aimait rire, qui était joyeux, même si parfois dans ses yeux on pouvait laisser une mélancolie. Il était joyeux, il aimait rire, il aimait s'amuser. C'était un joyeux
camarade, entre guillemets. Oui, donc on est passé un peu vite sur la réconciliation avec son père. Donc on a dit, alors si on revient à 87, le comte de Paris, le vieux comte de Paris, disons le vieux comte de Paris, titre ses petits-fils duc de Vendôme et duc d'Angoulême. Mais paradoxalement, c'est le moment où la réconciliation va avoir lieu, parce que très peu de temps après, donc Henri va, comte de Clermont ou comte de Mortain, comme on veut, peu importe, va voir son père à Dreux, à Chantilly, où il habitait. Oui. D'ailleurs, à Point de Vue, on avait reçu une photo qu'on avait mis en couverture, une photo de la réconciliation, qui était une photo, je dirais, exclusive, enfin qu'on avait eue, sous l'égide d'ailleurs de Madame Friez, la fameuse Madame Friez, qui était l'égérie, si on peut dire, Voilà. ou la secrétaire infirmière du vieux comte de Paris, qui tramait tout ça un peu... qui organisait tout ça en sous-main, voilà. Et donc, réconciliation du père et du fils vers 87-88, par là. Donc rétablissement à ce moment-là, finalement, il est rétabli assez vite dans ses prérogatives d'héritier du trône, quoi. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Michaela reçoit alors un titre inventé à ce moment, enfin pas inventé, mais enfin un titre ressuscité pour l'occasion de princesse de Joinville. Voilà. C'est un merveilleux titre. Joinville, qui nous ramène aux croisades, puisque Joinville, le sire de Joinville, il était le fameux biographe de Saint-Louis. Oui, ça, je sais pas. Est-ce qu'on sait exactement pourquoi? C'était à l'époque, je me souviens que j'avais traité la question, on avait été voir Michel Fleury, qui était un des conseillers historiques, oui. Je crois que d'abord, il a été très content de faire ça, un peu contre la comtesse de Paris, qui vraiment était furieuse qu'on donne ce titre, qui est quand même un très beau titre, à Michaela. Et je crois que c'était aussi le titre de l'épouse du prince de Joinville, le troisième fils de Louis-Philippe. Et le prince de Joinville, c'est celui aussi qui est devenu célèbre par ses talents d'artiste et ses croquis, ses dessins, etc. Et je crois que... Celui qui avait ramené le corps de Napoléon et qui avait épousé une princesse brésilienne. Donc, finalement, c'était la fille de l'empereur Dom Pedro du Brésil. Et je crois que ce titre de princesse de Joinville, c'était un titre que jamais la comtesse de Paris n'aurait pensé qu'on pouvait donner à Michaela. Mais la comtesse de Paris détestait vraiment, la vieille comtesse de Paris, Isabelle, détestait le mot peut-être. Il y avait je crois que Michaela avait, elle en a parlé, elle disait qu'elle n'était pas du tout sympathique avec elle. Non, ça a été très difficile. Chaque fois qu'elles se sont rencontrées, il y a eu des rencontres, il y a eu des tentatives de réconciliation, mais ça a toujours été très difficile, parce que la comtesse de Paris a toujours évidemment reproché son divorce à Henri. Oui, alors qu'elle, finalement, elle-même, Isabelle, avait fait un mariage d'arrangement aussi, quand même. Bien sûr. Oui, mais là, c'était l'époque. Mais c'était en 32 ou c'était en 31, oui. Et d'ailleurs, le vieux comte de Paris disait sur le Tarn, enfin, fallait-il le croire, moi, j'aurais préféré épouser quelqu'un d'autre. Il parlait à l'époque de la princesse de Grèce, Marina de Grèce, dont il aurait été amoureux, mais enfin bon, ça c'était peut-être ce qu'il reconstituait sous son vieux vieillage. C'est un peu du roman. Oui. Mais je crois qu'il aimait la... la comtesse de Paris était très belle. Je pense que c'était difficile de ne pas en tomber amoureux. Mais la comtesse de Paris n'aimait pas mieux Marie-Thérèse de Wurtemberg non plus. Non. Je crois que de toute façon, elle n'aimait pas ses belles filles. Voilà. C'était toujours ses fils qui avaient raison. Exactement. Ça se passe dans la vie courante aussi comme ça. Donc, souvent. Et donc, réconciliation du père et du fils, réconciliation... il se voyait beaucoup, Richard. Il se voyait. Il se voyait. C'était une vraie réconciliation vers la fin. Oui, il y avait un vrai retour aux bons usages. Et il s'entendait même plutôt bien à la fin, plutôt bien avec son père, oui.
Oui, oui, le père avait compris certaines choses et Henri avait mûri, donc ils arrivaient à se rejoindre sur certaines idées, quoi. Alors justement, là, on vient d'entendre une chanson de croisade sur la spiritualité, parce que le vieux comte de Paris, quand même, avait aussi une dimension mystique importante. Moi, j'ai appris quelque chose que je savais pas du tout. Je connaissais un prêtre qui était à Louvciennes au moment où il me dit, tous les matins, le vieux comte de Paris venait servir la messe. Venait lui servir sa messe, je sais pas, à 6h ou 7h du matin. Donc il avait vraiment une espèce de côté mystique aussi, que son fils avait aussi. Oui, Henri avait un côté mystique, absolument. Extrêmement... D'ailleurs, il écrivait très bien. Et dans tous ses textes, il y a toujours une part de spiritualité. Dans ses livres aussi, il y a une grosse importance. Et c'était quoi sa foi? C'était une foi traditionnelle? C'était en quoi croyait-il exactement? Est-ce qu'il avait qu'est-ce qu'il en disait de cela? Alors, il avait une grande déférence concernant la Vierge. D'ailleurs, pour ça, c'est pas innocent Notre-Dame de Mont-Carmel, parce que il avait une vraie dévotion. Donc une dévotion catholique traditionnelle, quand même. Tout à fait. Il aimait beaucoup la Sainte Famille. Et justement, son divorce et son annulation, c'est quelque chose qu'il a poursuivi pendant très longtemps, le fait de ne pas pouvoir être réconcilié avec l'Église, enfin pendant un moment où il était remarié, quoi. Plus pouvoir communier, etc., etc. Et comment ça s'est passé alors cette démarche, parce que certaines personnes vont nous dire mais c'est scandaleux, comment est-ce qu'on a pu annuler, enfin considérer comme nul un mariage avec 5 enfants? Beaucoup de personnes croient que quand on est un prince, c'est facile d'avoir une annulation à Rome. C'est plutôt le contraire. Il a mis 20 ans pour l'avoir, 27 ans. 27 ans pour l'avoir. Donc ça a été mûrement réfléchi du côté de la route romaine. Donc à force de procès, etc., il a pu gagner ça. Donc l'idée qui a été mise en avant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une certaine immaturité. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans ce mariage sans savoir vraiment. Et du côté de la princesse Marie-Thérèse elle-même, elle est intervenue dans ce divorce? Non, pas du tout. Elle ne voulait absolument pas divorcer. Et je pense que ça lui a fait quelque chose quand elle a appris la décision de Rome. Ça peut se comprendre aussi, parce que là, c'est vrai que c'est quand même... ça annule tout, quoi. En fin de compte, votre histoire n'existe plus. Ça, non, de toute manière, c'est une tragédie... quoi qu'il arrive, absolument. pour tout le monde. Justement, on n'en a pas parlé, mais il y a une messe, il faut peut-être le dire maintenant, une messe qui sera en présence de la princesse Michaela, de la comtesse douairière de Paris. Qui n'a pas pu assister à l'enterrement parce qu'elle était souffrante, elle est à l'hôpital. Et là, elle sort vraiment spécialement pour être là lundi 1er avril à 11h, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà, donc en présence de la princesse Michaela. D'accord. Et je pense que tous ceux qui aimaient le comte de Paris, qui aimaient tous les deux, qui sont invités à venir, pour leur soutien. Et moi, on est allé la voir à l'hôpital, on voit qu'elle souffre beaucoup. Oui. Bon, en plus, elle s'était cassé cette prothèse qu'elle avait dans de hanche, donc elle a de la rééducation. Voilà, elle a eu une opération assez lourde quand même. Oui. La mort de son époux par-dessus le marché, ça fait beaucoup. Donc là, elle est remontée comme un réveil pour être sûre d'être là lundi. Et ça, c'est très bien. Parce qu'elle a beaucoup de volonté. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Donc, effectivement, donc elle sera là lundi, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc lundi à 11h du matin à Saint-Germain-l'Auxerrois, donc paroisse, métro Louvre. La paroisse des Rois de France.
C'est le chanoine Gilles Hannequin, le curé Voilà, de le Saint-Germain curé, qui officie. Très bien. Et l'homélie sera faite par l'abbé Mouchel, qui est le chapelain de l'Ordre de l'Étoile. Et pendant qu'on y est, 2 jours plus tard, donc le 3 avril, mercredi 3 avril, je donnerai une conférence au même endroit, enfin pas dans l'église, mais dans la salle paroissiale de Saint-Germain-l'Auxerrois, donc à 19h sur Louis XVII. Oui. Voilà, donc c'est pareil, nombreux. l'entrée est libre et venez nombreux. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être des derniers instants du comte de Paris, parce que finalement... vous êtes Richard Finel, vous êtes arrivé assez vite, je crois. Enfin, il se préparait le 21 janvier à aller. C'est plus compliqué. Comment ça que s'est passé? La veille, il m'a téléphoné pour me dire qu'il irait pas à la messe. Il avait une bronchite, il avait plus de voix, il pouvait plus parler. Il m'a dit je ne viendrai pas, vous me représentez. Ben, je dis oui, de toute façon, il n'y a pas de problème. J'y serai, il n'y a pas de problème. Et puis après, il m'a envoyé un texto en me disant « Je suis épuisé. » Sa bronchite l'épuisait. Et puis il s'occupait beaucoup donc, de la princesse qui s'était cassée donc, voilà, la prothèse et qui venait était juste opérée. de rentrer de l'hôpital. Et le lendemain matin, évidemment, comme il y avait la messe, téléphone coupé, etc., et quand je sors de la messe, j'avais des messages, dont un des pompiers, le médecin des pompiers. Donc à la sortie de la messe. Donc c'est vraiment, il est mort pendant la pratiquement messe. À l'heure puisque Louis XVI a été exécuté vers 10h30 par là. C'est à peu près ça, voilà. Oui. Et donc je prends connaissance de ce message, rappeler le docteur concernant le prince d'Orléans. Là-dessus, ma mère m'appelle, elle me dit, il y a les pompiers qui ont téléphoné, il faut que tu rappelles. J'ai dit, il y a un problème. Donc je rappelle tout de suite, et là j'ai eu le médecin qui m'a dit il est décédé. Alors je suis parti tout de suite. Et en fait, il a eu un malaise, puis c'est... Oui, moi je pense que ça a fait comme une embolie pulmonaire, quoi. Je pense que c'est monté au cœur. Et le cœur s'est arrêté. Mais il n'a pas souffert, enfin ça a été assez brutal, mais il n'a pas souffert. Je pense pas qu'il ait souffert, en tout cas je l'espère. Il s'est endormi. Mais c'est très beau finalement qu'il soit mort au moment de cette messe. Oui, il a eu une mort royale. Il est mort en plus, c'était une messe qui l'importait beaucoup, parce que je me souviens, il y a quelques années, il lisait une prière pour demander pardon au nom de sa famille, de Philippe Égalité. Et de Philippe Égalité, on reproche toujours, ce qui est absolument idiot, on reproche toujours, est-ce qu'on nous reproche que nos arrière-grands-parents ont fait, je sais pas, mais ils n'ont pas dû toujours faire des très bonnes choses, enfin ça n'a aucun sens. Donc voilà, mais lui était conscient quand même de cette faute quand même de ses ancêtres. Oui, c'est pour ça qu'il l'avait associé, il l'avait associé dans sa prière, prier pour Philippe Égalité. Mais c'est vrai que si on a une vision un peu mystique ou un peu, je dirais, métaphysique de l'histoire, cette mort est quand même impressionnante le jour du 21 janvier. Voilà, il y a des signes en quelque sorte du ciel, c'est vrai. Et donc peut-être revenons peut-être sur le côté artiste de ce prince. Alors Françoise Lahaut, vous l'avez donc rencontré à l'époque où il était je dirais à Paris, et où il faisait de l'aquarelle, tout ça. C'était vraiment quelque chose qui était important pour lui, ça, la peinture. Oui, je pense que c'était très important. Et même au moment où il faisait Sciences Po, il aurait souhaité, après Sciences Po, faire les Beaux-Arts. Et évidemment, quand il a prononcé ce mot de Beaux-Arts, le comte de Paris a poussé des hauts cris. Et il n'a jamais fait les Beaux-Arts. Mais en fait, il avait une nature d'artiste, comme beaucoup de membres de la famille de France. Et même beaucoup de ses sœurs aussi. Moi, j'ai vu des choses qu'ont fait Hélène et Diane. Et Chantal aussi. Mais Hélène, je trouve qu'elle a fait des choses très jolies. Enfin, il y a Isabelle de Lambrosty-Rome, pas Isabelle. Catherine de Lambrosty-Rome, pardon. Oui. Que nous suivons
bon sur, enfin moi je la suis sur Internet parce qu'elle a un site où elle présente ses œuvres. Elle fait elle fait des œuvres monumentales. Elle a fait un portrait de son fils dernièrement. Oui, c'est vraiment. Mais il y a vraiment quelque chose dans la famille de France. Absolument, ils sont artistes. Mais on le retrouve déjà dans les enfants et les petits-enfants de Louis-Philippe parce que, bon, alors c'est vrai qu'à l'époque, l'aquarelle faisait partie de la formation, mais il y avait une princesse artiste aussi, enfin sculptrice, Marie de Wurtemberg. Marie de Wurtemberg qui était née la fameuse statue Orléans. de Jeanne d'Arc. Oui, donc là c'était une véritable artiste, c'était pas une dilettante, bien sûr. Et le prince de Joinville. Et le prince de Joinville, ses carnets d'aquarelles, etc. Et des sanguines, beaucoup de sanguines. Et puis la collection du duc d'Aumale aussi à Chantilly, donc il y avait cette préoccupation vraiment importante. Oui, tout à fait. Pour l'art, Pour l'art, oui. Et Henri était tout à fait dans cette veine-là. Et pourquoi son père parce que, son père imaginait qu'un roi ne pouvait pas être... ne pouvait pas sortir des Beaux-Arts. Et puis, je crois que le comte de Paris, alors, n'avait pas du tout la veine artistique. Par exemple, il disait qu'il détestait la musique. Oui, il avait aucun sens... Oui, c'est ça. Henri voulait faire du piano. Il faisait du piano, je crois, quand il était en Espagne ou peut-être encore à Bordeaux. Mais dès qu'il a été au cœur volant, le comte de Paris a supprimé le piano parce qu'il trouvait que c'était vraiment agaçant d'entendre ça. Je le comprends un peu. Enfin, bon. Oui, mais ça... Quand Henri jouait... le père lui a claqué le couvercle sur les doigts. Voilà. Donc vraiment, il y avait un héritier de la couronne de France. Parce que comme il était persuadé qu'il allait monter sur le trône un jour, le comte de Paris, il fallait que le dauphin soit à sa botte. Elle ne fasse rien d'autre. Et puis soit vraiment à son image et soit une espèce de clone, en fait, de le prolonger. C'est pour ça qu'Henri cette idée de le prolonger. N'a jamais eu un véritable travail. Comparativement à ses frères, parce qu'il était là en attente du jour où le père allait monter sur le trône. Donc il a fait une petite carrière militaire, enfin quand même presque une dizaine d'années. 11 ans, il a été 11 ans militaire, mais c'était pas non plus sa vocation. Enfin bon. Il aimait l'armée. Je crois qu'il a aimé. Il a aimé énormément. Oui, parce que c'était une certaine liberté peut-être pour lui. Il a énormément aimé la Légion. Ah oui, Ouais. ça, il a gardé un souvenir, Mais c'est drôle, la Légion. Alors, comment se fait-il qu'il se soit retrouvé à la Légion parce que les cadres sont français, en fait, dans la Légion, c'est ça, oui. Mais c'est un... Bon, puis le régiment créé par son aïeul Louis-Philippe, donc... Ah oui, c'est vrai, la Légion de... Oui, c'est la Légion étrangère était... Mais c'est dur, hein, de principe. Et le comte de Paris aussi était dans la Légion. Au moment de en 39 ou 40, il s'était engagé. Pris le nom d'Orliac. Il s'était engagé au moment de la débâcle dans la Légion, effectivement. Mais ça a duré 3 ou 4 mois, c'était assez rapide. Oui. Conmigo mismo pelea, si eso llega a vivir, que venga Dios y lo vea.
al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí. Y ahora que estamos juntitos, no me quieres aparta a mí. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los paros de la marisma, vagadores de la senda nunca vista. محنسين العمر محنسين محنسين الولاد العينين يا ولي الله يا هداك راني شيال العمر محنسين محنسين الولاد العينين. Y uno le rezan a Dios y otro le rezan a la, y hay quien se queda callado que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de la marisma, vagadores de la senda nunca vista. محنسين العمر محنسين محنسين الولاد العينين يا ولي الله يا هداك راني تبعك العمر محنسين. Nous avons entendu une composition extraite de l'album Encuentros, Rencontre, mariant un air traditionnel marocain interprété par l'orchestre andalou de Tanger avec une chanson espagnole du chanteur gitan Juan Peña El Lebrijano. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de l'espérance de Philippe Delorme, émission préenregistrée, donc vous pouvez écrire ici à la radio ou sur mon site personnel philippedelorme.com, et nous évoquons aujourd'hui la mémoire de Monseigneur le Comte de Paris, le prince Henri d'Orléans, mort le 21 janvier dernier, avec Françoise Lao, journaliste, ancienne rédactrice en chef du magazine Point de Vue, et Richard Finel d'Auxois, secrétaire général de l'Institut de la Maison Royale de France et grand maître de l'Ordre de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors on vient d'entendre une musique andalouse, arabo-andalouse je dirais, parce que c'était un mélange de sonorités espagnoles et marocaine, et ça c'était quelque chose qui lui importait beaucoup, aussi bien le Maroc que l'Espagne. C'est l'Espagne. Et d'ailleurs la musique arabo-andalouse était... C'est pour ça que j'ai voulu choisir ça, parce que je pense que c'est quelque chose énormément, et Micaëla aussi. Micaëla, ça vient aussi de sa naissance espagnole quand même. Et il allait souvent en Espagne, en Espagne on le sait à Majorque, mais il allait aussi au Maroc aussi, à Tanger un peu. Non, il y est allé là, il y a peut-être un an, il est invité par des photos, amis, oui. Mais non, il n'y retournait pas. Oui. Mais ça l'avait marqué, ça, quand il en parlait de cette enfance à la fois au Maroc et en Espagne Ah oui. Quels étaient les souvenirs qu'il évoquait Eh ben, au Maroc, une grande liberté. Oui. Ça, c'est ce que son père disait déjà. Voilà. Parce que le vieux comte de Paris était né dans les Ardennes, enfin pas dans les Ardennes, je sais plus, dans le Haut-Bouche, enfin dans le nord de la France en tout cas, et il avait été au Maroc vers l'âge de 6-7 ans, et là-bas c'était la liberté. Voilà, la grande liberté. En plus là-bas c'était vaste, donc ils pouvaient sortir, jouer, ils jouaient beaucoup. Au Maroc, ils ont beaucoup joué, les frères et sœurs. Ils parlaient quelque chose, un peu le marocain, le dialecte, et puis l'espagnol, j'imagine aussi. L'espagnol, bien sûr. Le portugais aussi, sans doute. Oui, ils comprenaient bien. Oui. C'est extraordinaire dans ces familles, c'est qu'ils sont capables de parler à peu près tout. Oui. Tout assez mal, mais... Assez mal, mais il se faut comprendre. Je me souviens d'aller avec son frère, Jacques d'Orléans, en Autriche, et il baragouinait l'allemand, tout le monde le comprenait, c'était assez approximatif, mais ça marchait bien. Oui, très bien.
Mais je crois qu'au Maroc, le prince Henri aimait beaucoup sa grand-mère, la duchesse de Guise. Oui. Et que il y avait beaucoup d'attachement au Maroc justement à cause de la duchesse de Guise, qui était une grand-mère très tendre à la différence de la comtesse de Paris, et qui écoutait Henri. Et là, il a eu un très bon souvenir de sa grand-mère. Et elle a vécu au Maroc jusque dans les années... Elle est morte dans les années 60 Oui, là, elle a dû mort dans les années 60, donc, elle est morte là-bas au Maroc. Donc il l'a longtemps connue. Oui. Il l'a longtemps connue, oui. Il adorait sa grand-mère. Oui. Il adorait sa grand-mère. Et avec elle, effectivement, il pouvait parler, elle l'écoutait, Voilà. ils échangeaient. Oui. Parce que la comtesse de Paris, en fait, le disait franchement, elle n'avait jamais lu un livre de son fils, elle n'avait jamais lu un discours, elle l'interrogeait jamais sur ce qu'il faisait. Mais c'est la duchesse de Guise d'ailleurs qui avait voulu aller au Maroc. C'était elle qui le vieux comte de Paris disait, elle lisait les romans d'aventure anglais de l'époque et alors s'installer aux colonies. Il faut dire qu'au départ, dans les années 1900, ils sont allés dans des conditions. Ils étaient dans un gourbi. Enfin bon, c'était vraiment extraordinaire, quoi. C'était, on se lavait pas. Je crois qu'on l'appelait Henri le Puant d'ailleurs, c'est ça, le vieux comte de Paris, parce que ici il se lavait très peu souvent. Enfin bon, c'était vraiment la vie sauvage, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Mais je crois que la duchesse de Guise s'ennuyait beaucoup dans les Ardennes, en Belgique. Beaucoup. Alors, elle préférait encore la vie un peu amusante, extravagante. Oui, elle faisait partie des parties. Et le soleil. Et le soleil. Oui, parce que la famille aussi était installée à côté de Cadix aussi, à Séville. À côté de Séville, leur propriété, ils avaient une grande propriété en Espagne, dont j'ai oublié le nom. Les Orléans avaient toute une branche était installée. Ils passaient aussi des vacances du côté de Séville ou de Cadix dans les années 1900. D'ailleurs, il y a toujours une partie de la famille qui est là-bas, je crois, non oui, mais ce sont des Orléans-Bragances. Oui, mais je crois qu'il y allait, lui. Non, mais ça appartenait aux Orléans avant. Enfin bon, après, toutes les choses sont passées d'une branche à l'autre. Mais ils allaient, enfin, le vieux comte de Paris allait aussi en Espagne pendant l'été, parfois chez sa grand-mère à lui, je crois, qui était Ah, j'ai oublié le nom, mais enfin peu importe. Donc cet attachement, oui, du prince à l'Espagne et au Maroc. D'ailleurs, son livre, Le Passeur de Miroir, dont nous avons écrit tous deux un opéra, ça se passe au Maroc. Et c'est quoi cette histoire là? C'est quoi c'est un conte initiatique absolument merveilleusement écrit. Et donc ça se passe au Maroc et il met un personnage en avant dans le livret, dans le livre et dans le livret d'opéra après, de Faradji, qui était l'homme qui était devant la porte et qui restait toute la journée devant leur porte à guetter si personne ne rentre, etc. Une espèce de portier, quoi. Oui. Et ils étaient tous les enfants étaient très amis avec ce Faradji. Donc il lui a rendu hommage dans le livre une espèce de sage un peu qui était là, à qui on pouvait parler. Un passeur de miroir, voilà. Et ça, ils l'ont beaucoup regretté. Et quels seraient les récits? Quel serait l'héritage de ce règne finalement, hein? Il a été Henri VII, pendant 20 ans à peu près, pour les royalistes. Est-ce qu'il aura marqué un peu la dynastie capétienne d'une certaine manière? De quelle manière par rapport à son père, par rapport à ses ancêtres? Alors, quel sera son par rapport à son père, héritage? Le père était un homme qui voulait la réussite à tout prix, qui ne l'a pas eu, donc qui à partir de ce moment-là s'est complètement renfermé. Henri ne s'est jamais renfermé, lui. Pourtant, il a eu des malheurs, des gros problèmes dans sa vie, il ne s'est jamais renfermé. Henri était un homme foncièrement bon. C'était un homme d'une gentillesse formidable. C'était un homme formidable. Et moi, évidemment, je l'ai bien connu très proche, vraiment. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main
et qui même quand ça n'allait pas, ça allait toujours. Non, c'était un homme Et formidable. ses rapports avec ses enfants, alors est-ce que ça avait évolué? Est-ce qu'il y Pas avait des hauts et vraiment. des bas? Non, Mais c'était pas vraiment, compliqué. C'est compliqué, oui. C'était compliqué. Mais est-ce qu'il, oui, Françoise Lao, il en parlait de ses enfants aussi quand il. Oui, naturellement. Et il a écrit un livre Oui, à mes fils. C'était assez triste parce que c'était sa manière de correspondre avec ses fils, avec ses fils et avec sa fille aussi, qui ne voyait pour ainsi dire. Mais lui aurait jamais. voulu les voir ou Ah oui, comment je pense ça qu'il a, c'est il a vraiment, beaucoup souffert de ne pas les connaître mieux. Il les a connus dans leur petite enfance, mais après, non, ils étaient. Il y a eu un moment où il aurait voulu pouvoir. Ah oui, les et je crois rencontrer. qu'il a été profondément déçu, choqué de ne pas pouvoir accompagner Marie à son mariage. Ah oui, oui, oui. Et c'est Marie, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout comment ça s'est fait parce que c'était assez curieux. Marie a refusé que ça soit son père qui la conduise à l'hôtel. Elle épousait le prince Gundakar de Liechtenstein. C'était Et pourtant, très bien. étrangement, c'est elle qui avait l'air le plus émue au oui. moment de Oui, l'enterrement à c'est Dreux, vrai, il y a, c'est vrai. il y a Oui. un mois là. Elle a parlé, elle a dit Oui. bon, papa, etc. Papa, oui. Enfin bon, donc on sentait, c'est elle qui avait vécu le plus avec lui puisqu'elle Exactement. était l'aînée, mais Et elle donc s'entendait bien avec Ah oui. lui avant. Je sais pas si ça a été un coup de tête ou une inspiration Bah, il y a du peut-être moment. eu, mais- après- Ou de bons conseils. de conseils, bons un conseils. ressentiment aussi peut-être Chaleureux. après, peut-être effectivement, elle avait peut-être du ressentiment parce que. Oui, bon, naturellement, je sais pas, mais ça a enfin, bon, étonné tout le c'était- monde, oui, je crois. oui. Ça a étonné toute la famille de France qui a pris le parti du comte de Paris, enfin d'Henri. Et je crois que ni les frères ni les sœurs ne sont allés au mariage de Marie qui a eu lieu à Alshausen. Pas Alshausen d'ailleurs, à Friedrichshafen, Donc chez les. chez les Württemberg. Chez Württemberg. Donc, oui, c'est ça. Oui. Donc c'était chez sa famille maternelle. Oui, oui. Et le rapport avec aussi son fils, enfin ses enfants handicapés, son fils et sa fille, ça c'était parce que l'année dernière la mort de Ça l'a beaucoup- De François. donc qui était le fils aîné, qui avait d'ailleurs lui avait donné le titre de comte de Clermont, qui était le titre que lui-même portait, bon, qui était très très profondément handicapé mental et donc n'était absolument pas capable d'assumer quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il non, il le voyait peu aussi, c'est pareil. Pas du tout. Pas du tout. Il ne voyait pas du tout ses enfants handicapés. Et même à un moment, il ne savait même pas où ils étaient. Mhm. Ça a toujours été clos dans la discussion. Il ne savait pas où ils étaient. Mais les obsèques, ça a quand même été aussi peut-être l'occasion d'une remise au point, d'un rapprochement quand même un peu avec le reste de la famille. Oui, l'enterrement de François, avec Jean, ils se sont retrouvés. Je pense que si le prince avait vécu, petit à petit, il y avait peut-être une possibilité de rapprochement vraiment avec Jean. Malheureusement, il nous a quittés. Mais c'est trop vrai tôt. que les choses sont compliquées et on peut pas juger ni d'un côté ni de l'autre les blessures que les uns ou les autres pouvaient avoir, et ces blessures, elles laissent bien sûr des traces, hein, et c'est vrai que le prince Jean est un prince chrétien, je pense qu'il saura aussi faire la part des choses de tout ça et puis relativiser. Mais quand je l'ai rencontré à Dreux avant l'enterrement, j'y suis allé deux jours avant. Il m'avait invité à aller à Dreux et nous avons parlé devant le cercueil, dans la chapelle devant le cercueil. Et on en a parlé de tout ça et il m'a dit maintenant tout ça c'est fini. Oui, il est entré dans l'histoire aussi. Voilà, et c'était le lien. C'était le maillon, enfin je vais écrire un petit mot comme ça pour lui dire, c'était le maillon qui vous rattachait à la chaîne des temps, et voilà, maintenant c'est vous le premier maillon, hein, donc voilà, donc il faut qu'il continue à transmettre ça. Absolument. Les petits-enfants connaissaient pas, bien sûr, pas du tout leur grand-père, donc... Non, il a dû voir le prince Gaston 2 fois, et les enfants de eux, je crois qu'il ne les a jamais vus. Et les enfants de Marie non plus. Il en a vu pour la première fois lors d'un vernissage d'une exposition de tableaux réalisée par Marie. Oui. À la mairie je ne sais plus si c'est le 6 ou 7e, de Rachida Dati est maire.
Ah, c'est le 7e. 7e, alors. alors à la mairie du 7e. Il y avait donc les enfants, enfin pas tous, mais certains enfants de Marie, c'est la première fois qu'ils les voyaient. Mhm. Et qui vont pourtant, filles, quand des filles qui ont plus de 20 ans. qui avaient au moins 16 ans à oui, l'époque. oui, voilà. oui, donc c'est vraiment, c'est une déchirure qui C'est de une toute déchirure. manière sera pas... Des deux côtés, c'est une déchirure. Sera pas rétablie, mais c'est vrai que le temps et sa disparition font que les choses se relativisent quand même, et Oui. que voilà, ça rentre dans l'histoire en quelque sorte. Donc il nous reste encore 2 ou 3 minutes. Je voudrais quand même qu'on rappelle la messe, La donc messe, en oui, très présence important. de la princesse Michaela, qui a énormément souffert de cette disparition, Énormément. qui se sont complètement détruites et déchirées par ça, mais je pense qu'elle a justement, ça Elles, serait important de elles se l'entourer. sentent seules, alors c'est pour ça que c'est Voilà. important de Puisqu'elle l'entourer. pouvait pas être à l'enterrement, Non. on ne l'a pas évoqué à l'enterrement, ce qui peut-être été, Oui, je dirais, un peu dommage. un peu dommage, Personnellement, j'ai Il aurait pu regretté. au moins Voilà. avoir une intention de prière. au moins. Absolument, voilà. Mais en tout cas, voilà, là, elle sera là. Là, elle sera là. Les gens qui l'appréciaient, qui appréciaient le prince, qui l'appréciaient elle, et qui les aimait, etc., peuvent venir donc Absolument. vraiment à cette messe. C'est une messe pour les amis, enfin. Pour les amis, voilà. Donc déjà la messe du Requiem là a été une belle réussite la Belle semaine réussite dernière. samedi, très belle. Et là, ça sera une messe encore plus, je dirais, plus familiale, Plus familiale. familiale au Si, sens familiale, amical, oui. quoi, amical autour Amical, d'elle. Voilà. familial, non, Voilà. ce sera très... Autour d'elle, donc venez nombreux, donc À à 11 heures. Saint-Germain-l'Auxerrois à 11h. À 11h, lundi 1er. Lundi 1er avril, voilà. Et venez aussi à ma conférence le mercredi. Alors, le mercredi, il faut... Mercredi Il faut 3, se mobiliser. Voilà, donc je laisserai les coordonnées et tout ça au secrétariat si vous voulez de la radio, si vous voulez rappeler le secrétariat, ils vous donneront les coordonnées. Mais tout ça, ça se passe à Saint-Germain-l'Auxerrois, donc il n'y a rien de plus central à Paris. Voilà. Françoise Lahaut, merci de nous avoir évoqué ces longues années que vous avez passées à Très proximité de la famille royale. Vous avez idée d'écrire quelque chose à l'occasion? Moi, j'aimerais beaucoup que vous fassiez un livre qui reprendrait tous vos souvenirs et votre voilà. Oui, ça m'arrive d'y penser, mais c'est peut-être le courage un peu qui me manque. Ah. Mais- Bon, faudrait qu'on voit ça ensemble peut-être, Voilà. mais franchement, Mais vous avez autrement- rencontré tellement de monde, aussi bien les princes d'Iran, les Espagnols, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, etc. je pourrais faire la Un famille de pot pourri France. de mes Oui, interviews. absolument, absolument, le Liechtenstein, Eh ben, etc. j'y songerai dans 10 ans. Bon, écoutez, j'essaierai de vous titiller un peu avant. Voilà. Et Richard Finel, donc merci beaucoup. Et Merci. donc on se retrouve demain lundi à Saint-Germain-l'Auxerrois et à Saint-Germain-l'Auxerrois. très bientôt et aux auditeurs dans 4 semaines. Merci, au revoir. Merci.